La famille de ma sœur est parvenue à s'introduire dans la maison que mon grand-père m'avait laissée, y a installé ses meubles, et a dit à ses enfants que c'était leur nouvelle maison. Alors, j'ai appelé la police, et j'ai réalisé que ce n'était que la première étape d'un plan plus vaste. Il y a 2 ans, mon grand-père est décédé. Nous étions incroyablement proches. En grandissant, je passais tous mes étés avec lui, dans sa maison de plage, et même à l'âge adulte, je lui rendais régulièrement visite. Il m'a appris à surfer, m'a montré les meilleurs coins cachés le long de la côte, et nous passions des heures à parler de la vie, tout en regardant le coucher du soleil depuis sa terrasse. Lors de la lecture de son testament, j'ai été choqué d'apprendre qu'il m'avait légué la maison de plage. Avec l'acte de propriété, se trouvait une lettre manuscrite, que je garde toujours dans ma table de nuit. Dans celle-ci, il écrivait comment il m'avait vu trouver la paix dans cette maison, comment l'océan semblait guérir quelque chose en moi, et comment il voulait que j'aie toujours ce sanctuaire. Il a spécifiquement mentionné qu'il savait que j'avais besoin d'un endroit, pour échapper aux pressions de la vie moderne. Ma sœur Michelle, 33 ans, a reçu un héritage égal en espèces, d'une valeur à peu près équivalente à celle de la maison de plage. Mon père, Bruce, 57 ans, a hérité de la résidence principale de son père, une belle maison de style colonial en banlieue, qui valait considérablement plus que chacun de nos héritages. Tout le monde semblait satisfait à l'époque. La maison de plage n'est pas un manoir. C'est un modeste cottage de 3 chambres, construit dans les années 1960, à environ 2 heures de l'endroit où je vis. Elle nécessite un entretien constant, que je lui fournis avec amour. J'ai gardé les carillons de grand-père sur le porche, sa collection de verres polis par la mer aux fenêtres, et même son ancienne cafetière, qui ne fonctionne que si on tape dessus juste comme il faut. Je travaille dans le secteur des technologies, avec un emploi du temps très exigeant, qui atteint souvent 60 à 70 heures par semaine. Donc, je l'utilise principalement le week-end, et pour de plus longs séjours occasionnels, lorsque je peux travailler à distance. C'est devenu essentiel pour ma santé mentale, c'est mon endroit pour décompresser, surfer, lire, et simplement exister, sans le bruit constant des notifications et des obligations. Il y a 6 mois, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par de petites remarques de ma mère, lors des réunions de famille. C'est vraiment dommage qu'une si belle maison reste vide pendant la semaine, disait-elle. Ou alors, 3 chambres pour une seule personne, ça semble excessif. J'en riais, expliquant que j'y étais aussi souvent que possible, et que l'entretenir était un travail d'amour. Ma sœur a commencé à se joindre à ces commentaires, il y a environ 4 mois. Elle mentionnait comment ses enfants, Christina, 5 ans, et Ethan, 3 ans, commençaient à se sentir à l'étroit dans leur maison actuelle, et comment les écoles près de la plage étaient, soi-disant, excellentes. Elle disait à quel point c'était injuste que j'ai eu le gros lot de l'héritage, alors qu'elle n'avait eu que de l'argent. Oubliant, bien sûr, que cet argent, elle l'avait utilisé pour acheter un bateau et refaire sa cuisine. Dimanche dernier, lors de notre dîner de famille mensuel chez mes parents, ils se sont ligués contre moi, dans ce qui ressemblait à une attaque planifiée. Nous avions à peine terminé le plat principal, quand ma mère s'est raclée la gorge, et s'est lancée dans un discours tout préparé. Elle parlait de l'utilisation efficace des ressources familiales, et affirmait que grand-père, bien que plein de bonnes intentions, n'aurait pas pu prévoir l'évolution des besoins de la famille. Elle a même utilisé le jargon des entreprises, comme l'optimisation de l'utilité et l'allocation des ressources. Michel est intervenu immédiatement, peignant ce tableau de ses enfants grandissant près de la plage, apprenant à surfer comme nous l'avions fait, et construisant des châteaux de sable tous les matins. Son mari, Jason, 32 ans, a mis son grain de sel, avec des recherches qu'il avait apparemment faites sur les écoles locales. Il me montrait les classements sur son téléphone, et parlait de la façon dont l'air marin serait si bénéfique pour l'asthme de Christina, un problème de santé dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Le point culminant a été atteint, quand ma mère a suggéré que je devrais, soit faire don de la maison à Michel, soit la lui vendre, avec une réduction familiale d'environ 40% en dessous de la valeur du marché. Quand j'ai demandé pourquoi Michel ne pouvait pas simplement acheter une maison de plage avec l'argent de son héritage, Jason a carrément ri, et a dit qu'elle l'avait déjà dépensé, pour de responsables investissements familiaux. J'ai fait remarquer qu'un bateau, qu'il utilise 2 fois par an, et une rénovation de cuisine, ne sont pas exactement des nécessités. Surtout quand ils auraient pu vendre le bateau, pour financer une maison de plage, si c'était ce qu'ils voulaient vraiment. Je leur ai rappelé que grand-père avait laissé des instructions spécifiques dans son testament, qu'il voulait que j'aie cette maison. J'ai même proposé de leur lire sa lettre,
bien que cela me semblât trop personnel pour être partagé. La réponse de ma mère m'a glacé le sang, ton père devenait sentimental à la fin. Il ne pensait pas clairement à ce qui était le mieux, pour l'avenir de la famille. Quand j'ai fermement dit non, Michel m'a accusé d'être égoïste, disant que je l'utilisais juste comme une garçonnière pour des fêtes le week-end, ce qui est ridicule pour quiconque me connaît. Mon idée d'un week-end de folie, c'est lire 3 livres, et m'endormir sur la terrasse à 21h. Ma mère a secoué la tête, et a dit qu'elle était déçue de mon manque de valeur familiale, et de mon incapacité à voir plus loin que le bout de mon nez. Mon père, Bruce, 57 ans, qui était resté silencieux pendant le dîner, m'a plus tard prise à part dans la cuisine. Il a dit qu'il comprenait pourquoi je voulais garder la maison, mais m'a demandé si je considérerais une sorte d'arrangement de multipropriété. Peut-être qu'il pourrait l'avoir pendant les mois d'été, quand les enfants ne sont pas à l'école, a-t-il suggéré. Quand j'ai souligné que l'été est justement la période où je l'utilise le plus, il a soupiré, et m'a dit que je le mettais dans une position impossible. Même mon petit ami Luc, 29 ans, qui est généralement d'un grand soutien, m'a demandé, sur le chemin du retour, si je n'étais peut-être pas trop rigide. Il sait à quel point cette maison compte pour moi. Il m'a vu là-bas, il a vu comment toute mon attitude change, dès que nous traversons le pont vers l'île. Mais, il se demandait aussi s'il y avait un compromis possible, qui pourrait préserver la paix familiale. Je me suis senti trahi, à l'idée que même lui suggère que je devrais envisager d'abandonner mon sanctuaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous ces matins, où j'avais regardé le lever du soleil depuis la terrasse de grand-père, un café à la main, en planifiant ma journée de surf. Aux nuits que j'avais passées là-bas, après des semaines de travail brutal, pour me sentir à nouveau humaine. Au week-end que j'y ai passé après la fin de ma dernière relation, à marcher sur la plage pendant des heures, pour finalement me retrouver. Comment puis-je leur expliquer que ce n'est pas juste une maison, que c'est là où je vais pour me souvenir de qui je suis? Suis-je vraiment en tort, de vouloir garder la propriété dont j'ai hérité, et qui m'a été spécifiquement léguée? La maison représente tout pour moi. Ce n'est pas seulement une question de valeur immobilière, ou d'avoir une escapade pour le week-end. C'est avoir un endroit où je peux respirer, où je peux exister sans faux semblant ni pression. C'est honorer les souhaits de mon grand-père, et le lien que nous partagions. Mais toute ma famille me fait sentir comme si j'étais une sorte de monstre égoïste, parce que je ne veux pas céder mon héritage à ma sœur, juste parce qu'elle a choisi d'avoir des enfants. Mise à jour. Il passe à la vitesse supérieure, et je suis à bout de nerfs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. Le consensus écrasant sur le fait que je ne suis pas en tort, m'a donné la confiance nécessaire pour rester ferme, bien que je n'ai cessé de remettre en question mes propres décisions. Vos commentaires sur le sentiment d'avoir tous les droits, typiques de certaines familles, et sur le fait d'honorer les vœux de mon grand-père, ont vraiment résonné en moi. Malheureusement, les choses ont dégénéré bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il y a 2 semaines, j'ai quitté le travail plus tôt le vendredi, vers 14h, au lieu de mes 19h habituelles, parce que j'avais passé une semaine particulièrement brutale, et que j'avais juste besoin de me rendre à la maison de plage. Tout au long du trajet, j'ai senti mes épaules se détendre lentement, anticipant ma routine du week-end, arriver, ouvrir toutes les fenêtres pour laisser entrer l'air marin, préparer un dîner simple, et m'endormir au son des vagues. En tournant sur la route côtière, j'ai remarqué l'augmentation du trafic, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. La saison touristique commençait. Mais, quand je me suis garé devant ma maison, j'ai eu un nœud à l'estomac. La BMW de ma mère était dans l'allée, ainsi que le SUV de Michel, et la berline de Jason. Ma place, là où je me gare toujours, à l'ombre du vieux chêne que grand-père a planté, était bloquée. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un moment, essayant de comprendre ce que je voyais. À travers les fenêtres, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Le carillon de grand-père chantait dans la brise, comme si de rien n'était. Quand je suis entré, la scène était surréaliste. Ma mère était à la table à manger, avec des papiers étalés devant elle. Michel et Jason étaient dans la cuisine. Jason cuisinait avec mes casseroles, pendant que Michel ouvrait une bière, sortie de mon frigo. Les enfants étaient dans le salon, avec des jouets éparpillés partout, en train de regarder des dessins animés sur ma télé. Ils avaient même déplacé certains meubles. Ma mère a levé les yeux, de manière décontractée, et a dit « Jamie, c'est bien que tu sois là. Nous faisons une réunion de famille sur la situation de la maison de plage.
J'ai pensé qu'un terrain neutre serait le mieux, pour une discussion productive. Un terrain neutre, ai-je bafouillé. C'est ma maison. Jason s'est retourné de la cuisinière, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous préparons des tacos. Il y en a plein, si tu as faim. J'espère que ça ne te dérange pas, mais ton étagère à épices manquait un peu de choix, alors j'en ai apporté de la maison. L'audace de la situation m'a laissé sans voix. Ma nièce Christina a couru vers moi, tenant l'un des vieux coquillages peints de grand-père, que je garde sur la cheminée. Tante Jamie, maman dit que ça va être ma chambre. Elle a pointé du doigt la chambre d'amis, celle avec vue sur l'océan, que j'utilise comme bureau, et où j'ai passé d'innombrables heures à travailler à distance, trouvant l'inspiration dans l'horizon. J'ai essayé de rester calme. Tout le monde doit partir. C'est une violation de domicile. Michel a ri. Elle a vraiment ri. Violation de domicile? Nous sommes de la même famille. Maman a une clé. La famille ne viole pas le domicile, elle vient rendre visite. J'ai changé les serrures il y a 4 semaines, ai-je dit lentement. Comment êtes-vous entré? Ma mère a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Eh bien, nous avions toujours l'ancienne clé, et quand nous l'avons essayée, elle ne fonctionnait pas, mais la société de gestion immobilière de la ville s'est souvenue du temps où papa faisait appel à eux, il y a des années. J'ai expliqué que c'était une urgence familiale. Que nous étions inquiets pour toi, et ils nous ont aidés à vérifier que tout allait bien. Je tremblais de rage. Non seulement ils avaient manipulé une entreprise locale, à qui mon grand-père faisait confiance depuis des décennies, mais ils avaient essentiellement commis une fraude, pour s'introduire chez moi. Vous leur avez menti pour entrer par effraction dans ma maison. Nous n'avons rien cassé, a répondu ma mère sur la défensive. Ils nous ont laissé entrer avec leur passe-partout, et nous avons expliqué la situation. J'ai remarqué le carnet de Jason. Il était ouvert sur des croquis de rénovations adaptés aux enfants, qui incluaient le retrait des étagères encastrées de grand-père, pour faire de la place au rangement de jouets. Vous avez 1 heure pour partir, ai-je dit, d'une voix mortellement calme. J'appelle la police. C'est à ce moment-là que ma mère s'est levée, de toute sa hauteur, avec l'intention de m'intimider. Tu appellerais la police contre ta propre famille. Ton grand-père aurait honte. Il valorisait la famille, par-dessus tout. Il valorisait le respect et les limites, ai-je rétorqué, et c'est pour ça qu'il m'a laissé cette maison, parce qu'il savait que j'en prendrais soin, et que je ne la traiterais pas comme un dû. La situation s'est rapidement détériorée. Jason a commencé à pleurer, disant que je traumatisais les enfants en menaçant leurs parents. Michel m'a accusé d'être exactement ce qui ne va pas avec les milléniaux, égoïstes, matérialistes, et plaçant les biens matériels avant les personnes. Ma mère a sorti son téléphone, et a appelé mon père, le mettant sur haut-parleur, pour qu'il me fasse entendre raison. La goutte d'eau a fait déborder le vase, quand je suis allé aux toilettes, et que j'ai trouvé Michel dans ma chambre, mon espace privé, avec un maître ruban, en train de vérifier si leur lit California King rentrerait. Elle avait même déplacé certaines de mes affaires, pour visualiser le nouvel agencement. Sur ma commode, à côté de la photo de grand-père et moi à ma remise de diplôme, elle avait placé un post-it, qui disait « à déplacer dans le garage ». J'ai pété les plombs. Je veux dire, j'ai complètement pété les plombs. Je lui ai hurlé de sortir, qu'elle n'avait aucun droit de penser une seule seconde à mon espace privé. Elle a essayé de me manipuler psychologiquement, en disant que je réagissais de manière excessive, et qu'elle planifiait juste l'inévitable. J'ai appelé la police, sur le champ. Pendant que nous attendions, ma mère a essayé toutes les tactiques de manipulation possibles. Elle a parlé de l'héritage familial, de la façon dont la maison de grand-père devrait être remplie de rires d'enfants, et de la façon dont je choisissais d'être seul et aigri. Jason a emballé ses ingrédients pour les tacos, avec des soupirs théâtraux, disant aux enfants que tante Jamie ne voulait pas d'eux ici. Christina a commencé à pleurer, demandant pourquoi j'étais si méchante. Quand les officiers sont arrivés, je leur ai montré mon acte de propriété, j'ai expliqué la situation, et je leur ai montré des messages vocaux datant de 3 semaines, indiquant explicitement que personne n'était le bienvenu sur la propriété, sans ma permission expresse. Ma mère a essayé d'argumenter, en disant que c'était une affaire civile, un conflit familial qui ne nécessitait pas l'intervention de la police. Les policiers n'étaient pas de cet avis, et ont dit à tout le monde de partir immédiatement. Pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires, Michel a sifflé entre ses dents, que j'étais tout ce qui n'allait pas avec ma génération, et que je mourrais seul dans cette maison. Jason a dit fort,
pour que les enfants l'entendent, que certaines personnes accordent plus d'importance aux choses qu'à la famille. Ma mère n'a rien dit, mais le regard qu'elle m'a lancé était destiné à transmettre une déception et un dégoût total. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé la société de gestion immobilière. Le directeur était mortifié quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, ma mère avait inventé une histoire, disant que j'étais injoignable, et que je traversais une crise de santé mentale, prétendant qu'il devait faire une vérification pour s'assurer que j'allais bien. L'entreprise a depuis mis à jour ses politiques, et m'a assuré que cela ne se reproduirait plus. J'engage également des poursuites judiciaires contre eux, pour entrée non autorisée. Ils avaient déplacé ma cafetière, pour faire de la place à un coin goûter pour les enfants. Il y avait des briques de jus de fruits dans mon frigo. Ils avaient même commencé une liste de courses sur mon tableau blanc, biffant les articles que j'avais listés, et ajoutant les leurs. La violation me semblait tellement plus profonde qu'une simple intrusion. Ils avaient essayé de m'effacer de mon propre espace. Après leur départ, j'ai constaté qu'ils avaient déjà fait de petits changements. J'ai passé la nuit à installer de nouvelles serrures, des serrures connectées. Cette fois-ci, avec des codes uniques, que je peux contrôler à distance. J'ai aussi fait installer, par une société de sécurité, un système de caméras complet autour de la propriété, dès le lendemain. J'ai couvert toutes les approches, y compris l'accès côté plage, car j'ai retenu la leçon concernant les angles morts. Depuis, j'ai engagé un avocat pour leur envoyer, à tous, une lettre de mise en demeure formelle. Il y est clairement stipulé que toute nouvelle tentative d'entrée sur la propriété entraînera des poursuites pénales. Mon père m'appelle tous les jours, en pleurant, pour me dire à quel point la famille est déchirée. Des membres de la famille élargie, à qui je n'ai pas parlé depuis des années, me contactent pour me dire que je suis déraisonnable. Mon cousin a publié un message sur Facebook, sur la façon dont certaines personnes oublient d'où elles viennent, et pensent qu'elles sont trop bien pour leur famille. J'ai dû en bloquer la majeure partie. Luc a été d'un grand soutien, mais il est frustré par tout ce drame. Il ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement respecter mes limites. Il a suggéré de vendre la maison, juste pour mettre fin au conflit, mais je refuse. Pourquoi devrais-je abandonner mon héritage, mon sanctuaire, parce qu'ils estiment que cela leur est dû? J'y retourne ce week-end et, honnêtement, je suis angoissé. Une partie de moi s'attend à trouver des fenêtres brisées, ou pire. La paix que j'y trouvais autrefois, semble maintenant corrompue, mais je suis déterminé à me réapproprier les lieux. C'est ma maison, mon héritage, mon lien avec mon grand-père. Je ne les laisserai pas me prendre ça. Mise à jour finale, l'option nucléaire. Je suis assise dans une chambre d'hôtel, en état de choc, alternant entre la rage et l'incrédulité. J'ai besoin de documenter cela pendant que c'est encore frais. En partie pour des raisons légales, et en partie parce que j'ai besoin d'assimiler ce qui vient de se passer. Hier, vendredi, j'ai décidé de quitter le travail à midi. J'ai été angoissé toute la semaine, à l'idée de retourner à la maison de plage, mais je me suis dit qu'arriver en plein jour serait plus sûr. Le trajet a été différent cette fois-ci. Au lieu de ma relaxation habituelle, j'ai passé 2 heures avec les épaules tendues, vérifiant l'application de mes caméras de sécurité, à chaque feu rouge. Tout semblait normal sur les caméras, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. En tournant dans ma rue, j'ai tout de suite su que mon instinct ne m'avait pas trompé. Il y avait des voitures partout. Le SUV de Michel, un gros camion de déménagement, la BMW de ma mère, et plusieurs voitures que je ne connaissais pas. Mon système de sécurité complet aurait dû m'alerter de tout mouvement, mais j'ai réalisé qu'ils avaient dû le désactiver d'une manière ou d'une autre. Plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient coupé le courant au niveau du panneau de sécurité principal, pensant que cela désactiverait tout. Ils ne savaient pas que j'avais installé un système de batterie de secours, et une sauvegarde cellulaire, qui avait tout enregistré. Je me suis garé quelques maisons plus loin, et j'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de tout documenter, et d'appeler la police immédiatement, s'ils étaient à l'intérieur. Les mains tremblantes, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone, et j'ai marché vers ma maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Pas juste déverrouillée, mais grande ouverte, avec des cartons empilés sur le porche. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, plusieurs personnes qui parlaient et riaient. À travers la fenêtre, je pouvais voir des inconnus, des déménageurs, qui portaient des meubles. Mes meubles sortaient, d'autres meubles entraient. J'ai franchi ma propre porte d'entrée,
pour voir mon pire cauchemar devenir réalité. Le salon était un véritable chaos. Mon canapé avait disparu, remplacé par le canapé d'angle de Michel et Jason. La table basse ancienne de mon grand-père avait été poussée contre le mur, et une monstruosité, conçue pour résister aux enfants, trônait à sa place. Les murs, que j'avais passé un week-end à repeindre avec soin l'année dernière, étaient déjà marqués de coups de crayon. Jason était dans la cuisine, en train de déballer des affaires. Il ne rendait pas visite, il ne participait pas à une réunion, il déballait. Il rangeait leur vaisselle dans mes placards, fredonnant tout seul, comme si tout cela était parfaitement normal. La porcelaine de mon grand-père, que j'utilise tous les dimanches matins pour le petit déjeuner, tout comme il le faisait, était emballée sur le comptoir, étiquetée et garage. Les enfants de ma sœur couraient partout, avec leurs jouets dans tous les coins. Ethan avait pris possession du coin ensoleillé où je range mes planches de surf, ces camions jouets placés exactement là où se trouvait le râtelier de mes planches. Christina sautait sur du papier bulle dans le couloir, criant de joie à propos de sa nouvelle maison. Mais le pire de tout, c'était ma mère. Elle se tenait au milieu de tout ça, comme un général passant ses troupes en revue, dirigeant les déménageurs avec mes affaires. Ça peut aller au garage, disait-elle de ma bibliothèque. Nous n'en aurons pas besoin. En parlant de mon chariot-bar. Je suis resté planté là, pendant 30 bonnes secondes, avant que Jason ne me remarque. Et quand il l'a fait, il a souri. Il a vraiment souri, et m'a dit, « Oh, Jamie, nous ne t'attendions pas avant ce soir. Ne t'inquiète pas, nous avons gardé ta chambre pour toi. Nous nous sommes dit que tu voudrais continuer à venir nous voir le week-end. Continuer à venir vous voir le week-end, dans ma propre maison. » Sortez, ai-je dit, surprise de voir à quel point ma voix sonnait calme. Sortez, tout de suite. C'est là que Michel est apparu depuis la terrasse arrière, où elle était en train d'assembler ce qui ressemblait à une énorme aire de jeu. Jamie, chérie, discutons de ça rationnellement. Nous sommes déjà là. Les enfants sont inscrits à l'école, et commencent lundi. Lutter contre ça, ne va faire que blesser tout le monde. Ma mère s'est alors approchée de moi, posant sa main sur mon épaule, de cette façon condescendante qu'elle a, « Ma chérie, il est temps d'affronter la réalité. Tu es une femme célibataire, avec un travail exigeant, et tu utilises à peine cet endroit. Michel a une famille. Qui en a besoin? Ton grand-père comprendrait. Les besoins de la famille changent. » J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le 911. C'est à ce moment-là que tout a explosé. Ma mère a essayé d'attraper mon téléphone. Elle a vraiment, physiquement, essayé de me le prendre des mains. Ne sois pas. J'ai reculé, gardant le téléphone collé à mon oreille. Ma famille est en train de voler ma maison. Envoyez la police immédiatement. Michel est arrivé en trompe de la terrasse. Voler? Nous sommes ta famille. Maman et papa m'ont aussi donné la vie. Pourquoi as-tu droit à tout? Je n'ai pas droit à tout, ai-je crié en retour, perdant finalement mon sang-froid. Tu as eu le même héritage que moi. Tu as dépensé le tien pour un bateau, et une rénovation de cuisine. Ce n'est pas de ma faute. Jason a commencé à pleurer. De gros sanglots théâtraux. Comment peux-tu faire ça à des enfants? Ils pensent que c'est leur maison, maintenant. Nous leur avons dit qu'ils grandiraient au bord de la plage. Alors vous leur avez menti, ai-je dit. Tout comme vous mentez maintenant, en prétendant que vous avez le moindre droit d'être ici. Ma mère, rouge de colère, a lâché la bombe. J'ai déjà parlé à des avocats. Nous avions un accès légitime auparavant, ce qui établit un modèle d'utilisation familiale. Nous sommes en train d'établir une résidence. Tu devras nous expulser formellement, et cela prendra des mois. D'ici là, tu auras retrouvé la raison. Et tu réaliseras que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Vous êtes entré par effraction dans ma maison, ai-je répondu. J'ai tout sur caméra. Le système de sécurité que vous pensiez avoir désactivé, a une sauvegarde cellulaire. Cela a prouvé que nous avions un accès légitime préalable, a-t-elle rétorqué. Mais, je pouvais voir le doute s'insinuer dans ses yeux. La société de gestion immobilière a confirmé que nous étions déjà venus ici en famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une décision de dernière minute. Ils avaient planifié ça. Ils avaient consulté des avocats, manipulé des entreprises locales, inscrit les enfants à l'école, engagé des déménageurs.
C'était une attaque coordonnée contre ma propriété, et contre ma vie. L'opérateur du 911 avait tout entendu, et m'a assuré que des officiers étaient en route. Les 15 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Jason alternait entre les sanglots, et les tentatives de me culpabiliser, me montrant les dessins que les enfants avaient faits de leur maison de plage. Michel faisait les 100 pas, comme un animal en cage, lançant de temps en temps des insultes sur mon égoïsme, mon incapacité à maintenir des relations, et sur la façon dont je finirais par mourir seul, entouré d'argent plutôt que de ma famille. Ma mère était la pire. Elle est devenue froide, calculatrice. Elle a commencé à parler des véritables souhaits de grand-père, affirmant qu'il lui avait dit en privé, qu'il espérait que je grandirais un peu, et que je partagerais avec ma sœur. Quand je l'ai traitée de menteuse, elle a dit que j'étais trop aveuglé par l'avidité, pour voir la vérité. Les déménageurs, à leur décharge, avaient arrêté de travailler, et étaient manifestement mal à l'aise. L'un d'eux s'est approché de moi discrètement, et m'a dit qu'on leur avait expliqué qu'il s'agissait d'un transfert de propriété familiale, et que toutes les parties étaient d'accord. Il m'a montré l'ordre de travail. Michel avait falsifié ma signature. Quand la police est arrivée, avec 3 voitures et les gyrophares allumés, l'histoire que ma famille a essayé de leur faire gober, était tout bonnement incroyable. Ma mère a prétendu que j'avais accepté de laisser Michel y vivre à l'essai, pour l'été. Jason gémissait sur le fait que ses enfants allaient se retrouver sans abri. Michel m'a accusé d'avoir le syndrome de la fille riche, et a déclaré que j'étais probablement sous l'emprise de drogue, pour agir de manière aussi irrationnelle. J'ai montré mes documents aux officiers, l'acte de propriété, la lettre de mise en demeure envoyée par mon avocat, les messages vocaux leur refusant explicitement l'accès, et les images de sécurité les montrant arriver avec le camion de déménagement. La signature falsifiée sur les documents de l'entreprise de déménagement a scellé leur sort. L'officier en chef a dit à tout le monde qu'ils devaient partir immédiatement, sous peine d'arrestation pour effraction, violation de domicile, et fraude. C'est là que mon neveu de 3 ans, le doux Ethan que j'ai toujours adoré, a couru vers moi, le visage baigné de larmes. « Tante Jamie, pourquoi tu voles notre maison? Maman a dit que tu n'en avais pas besoin, et nous, oui. Tu ne nous aimes pas? » Mon cœur s'est brisé. Cet enfant innocent avait été utilisé comme une arme contre moi. Il lui avait rempli la tête de mensonges, et maintenant, il pensait que j'étais la méchante. Je me suis agenouillé et j'ai dit, « Je t'aime très fort, mon grand, mais ce n'est pas ta maison. Ta maman a fait une erreur. » Michel a tiré violemment son fils loin de moi. Ne lui parle pas, Ethan. Tante Jamie se soucie plus des maisons, que de la famille. Pendant que la police supervisait leur départ, c'était le chaos. Jason a dû remballer ses cartons, tout en sanglotant sur les frais d'inscription à l'école qu'ils allaient perdre. Michel a chargé ses enfants dans la voiture, leur disant bien fort que certaines personnes sont juste égoïstes, et que c'est pour cela qu'elles finissent seules. Ma mère ne m'a rien dit directement, mais a déclaré aux policiers qu'il s'agissait d'une affaire de famille, et que je regretterais d'avoir impliqué les forces de l'ordre. Les déménageurs ont dû tout recharger, et repartir. Il a fallu 3 heures, pour que tout le monde parte, et que mes affaires soient remises en place. Enfin, en place est un bien grand mot. Ma maison ressemblait à un endroit ravagé par une tornade. Mes meubles étaient éparpillés, ma cuisine était un vrai désastre, mes objets personnels étaient entassés dans des cartons, au hasard. Après le départ de tous, j'ai appelé un serrurier, pour une intervention d'urgence. En l'attendant, j'ai découvert l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait suivre le courrier à mon adresse, au nom de Michel. Il y avait des gilets de sauvetage pour enfants, accrochés dans ma remise. Ils avaient installé des barrières de sécurité pour enfants, en haut et en bas des escaliers. Dans mon bureau avait été démonté, et poussé contre le mur, pour faire place à des lits superposés à moitié montés. Le serrurier a installé de nouvelles serrures de haute sécurité, qui ne peuvent être ni crochetées, ni dupliquées, sans mon autorisation. J'ai aussi. Cette nuit-là, je ne pouvais pas rester dans la maison. Je me sentais violé, c'était comme une scène de crime. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à 1 heure de là, et j'ai fini par m'effondrer. Pas juste des larmes, mais des sanglots à m'en secouer tout le corps. La maison que mon grand-père m'avait laissée, mon sanctuaire, avait été transformée en champ de bataille. J'ai passé une journée avec mon avocat. Nous portons plainte pour effraction, et fraude pour la signature falsifiée, et nous demandons une ordonnance restrictive, contre tous.
L'avocat dit que leur plan de résidence n'avait aucun sens sur le plan juridique, et provenait probablement d'un site web de citoyens souverains, plutôt que de véritables conseils juridiques. Nous entamons également des poursuites pour dommages et intérêts. Ils ont causé pour environ 3 000 € de dégâts sur les murs et les sols, lors de leur installation. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mon père a laissé 17 messages vocaux, tous plus hystériques les uns que les autres. Des membres de la famille élargie me traitent de monstre. Quelqu'un, et je soupçonne Jason, a publié un message sur les réseaux sociaux, disant que j'avais appelé la police pour des enfants, et mis une famille à la rue, par pure avidité. J'ai reçu des menaces de mort de la part de personnes, avec qui je suis allé au lycée. Mais voici la chose. C'est fini. J'en ai fini de me sentir coupable. J'en ai fini d'être manipulé. J'en ai fini avec leur sentiment d'avoir tous les droits. Ils auraient pu demander à venir. Ils auraient pu demander à la louer pour une semaine. Bon sang, s'ils m'avaient approché avec respect et compréhension, j'aurais même pu proposer de les laisser l'utiliser de temps en temps. Mais, à la place, ils ont essayé de voler ma maison, ils ont traumatisé des enfants avec leurs mensonges, et détruit ma famille dans le processus. Je les ai tous bloqués, sur toutes les plateformes. Je poursuis toutes les démarches judiciaires. L'ordonnance restrictive devrait être mise en place d'ici la semaine prochaine. Mon thérapeute, que j'ai appelé pour une séance d'urgence, dit que ce qu'ils ont fait est criminel et abusif, et que je ne devrais ressentir aucune culpabilité à me protéger, moi, et ma propriété. Luc a été mon roc à travers tout ça. Il a géré les appels, m'a aidé à trier les documents juridiques, et m'a rappelé que je ne suis pas folle. Nous prévoyons d'aller à la maison de plage, ensemble, le week-end prochain, pour la nettoyer correctement et nous la réapproprier. Il a suggéré une cérémonie de purification, en brûlant de la sauge, et de créer de nouveaux souvenirs pour effacer cette violation. Je sais que je n'aurai probablement plus jamais de relation avec ma mère, ou ma sœur. Ce bateau-là n'a pas seulement mis les voiles. Elles y ont mis le feu, et l'ont fait couler. Mon père pourrait être récupérable un jour, mais pas tant qu'il les soutient. La famille élargie peut bien penser ce qu'elle veut. Ils ont montré leur vrai visage. Mon grand-père m'a laissé la maison, car il savait que je la chérirais, que je la respecterais, et que j'y trouverais la paix. J'ai échoué à la protéger une fois, mais ça n'arrivera plus jamais. Elle est à moi, légalement et moralement, et je serais damné si je laissais quiconque me faire sentir coupable pour ça. À tous ceux qui ont affaire à une famille qui se croit tout permis, documentez tout. Changez vos serrures, installez des caméras, prenez un avocat, et ne vous sentez pas coupable, ne serait-ce qu'une seconde, de protéger ce qui vous appartient. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, d'amour, et de limites. Quiconque essaie de violer cela, n'est pas une famille qu'il vaut la peine de garder. J'ai reçu beaucoup de messages, me demandant plus de détails sur les suites de mon parcours émotionnel. Donc, je voulais ajouter quelques réflexions supplémentaires, pendant que tout est encore frais. La partie la plus difficile de toute cette épreuve, ce ne sont pas les batailles juridiques, ni même la destruction de la famille. C'est la manipulation psychologique, le gaslighting. Même maintenant, des semaines plus tard, je me surprends parfois à me demander si j'ai réagi de manière excessive. Voilà à quel point leur manipulation était insidieuse. Ils m'ont fait douter de ma propre réalité, de mes propres droits sur ma propriété, et des souhaits explicites de mon propre grand-père. Mon thérapeute appelle ça la culpabilité fabriquée, et apparemment, c'est courant dans les situations d'abus familiaux. J'ai beaucoup lu sur les systèmes familiaux narcissiques, et ça a été une révélation. L'enfant gâté, Michel, contre le bouc émissaire, moi. Les singes volants, complices, la famille élargie, et le facilitateur, mon père. Avec le recul, je vois maintenant que ce schéma s'est reproduit tout au long de ma vie. J'étais juste trop près pour m'en rendre compte. À chaque réunion de famille où je me sentais mal à l'aise, à chaque fois que mes réussites étaient minimisées pendant que celles de Michel étaient célébrées, pour chaque limite que j'essayais de fixer et qui était bafouée. Cet incident de la maison de plage n'était pas une anomalie. C'était l'aboutissement de décennies d'arrogance, et de violation des limites. Ce qui a été particulièrement douloureux, c'est de perdre la famille élargie. Ma tante Sarah, dont je me croyais proche, m'a envoyé un email cinglant, disant que je détruisais la famille pour un morceau d'immobilier. Mon cousin Marcus, qui m'envoyait régulièrement des SMS, est devenu complètement silencieux.
c'est comme s'il ne pouvait pas voir au-delà du récit de surface, la méchante femme célibataire qui refuse de partager avec une famille qui a des enfants, pour comprendre la violation bien plus profonde qui a eu lieu. Mais j'ai aussi découvert qui était mon véritable réseau de soutien. Ma colocataire d'université a traversé le pays en avion, juste pour s'asseoir avec moi, et m'aider à réorganiser la maison. Mes amis du travail ont été incroyables, me couvrant pendant mes dates d'audience, et m'envoyant des colis de réconfort. La famille de Luc, à qui j'appréhendais de parler de tout ce drame, n'a été d'un soutien sans faille. Sa mère m'a même dit, c'est bien que tu tiennes tête au tyran, même si c'est la famille. Le processus judiciaire a été à la fois validant et épuisant. Mon avocat dit que le dossier pénal est solide. La falsification, à elle seule, pourrait entraîner des accusations de crime pour Michel. Mais, elle m'a aussi averti que les affaires familiales peuvent s'éterniser pendant des années, et devenir très sordides. L'avocat de Michel a déjà essayé de me dépeindre comme mentalement instable et vindicative. Ils argumentent littéralement, que mon obsession pour la maison prouve que je suis inapte à posséder une propriété. L'ironie est stupéfiante. J'ai commencé à repérer les schémas dans leur façon d'opérer. Michel a contacté Luc directement la semaine dernière, essayant de l'amener à me faire entendre raison. Quand ça n'a pas marché, elle a contacté mon patron au travail, affirmant que je faisais une dépression nerveuse, et que j'avais besoin d'une intervention. Heureusement, mon patron me connaît assez bien pour voir à travers la manipulation, mais cela montre jusqu'où ils sont prêts à aller. La situation des enfants me pèse tous les jours. Je sais que Christina et Ethan ne comprennent pas ce qui leur arrive. Leur mère a probablement juste dit, « Tante Jamie ne veut plus que nous vivions près de la plage. » J'ai hésité à leur écrire des lettres, expliquant ma version des faits, pour qu'ils les ouvrent quand ils seront plus grands. Mais, mon avocat m'a déconseillé tout contact pour l'instant, compte tenu de l'ordonnance restrictive. Le sommeil a été difficile. Je continue à faire des rêves, où je rentre à la maison pour la trouver de nouveau occupée, ou bien où mon grand-père est déçu de moi pour avoir brisé la famille. Mon thérapeute dit que les réponses traumatiques sont normales, mais le savoir ne rend pas les crises d'angoisse de 3 heures du matin plus faciles à vivre. Du côté positif, je redécouvre ce que la maison signifie pour moi, sans la menace constante d'une invasion. Le week-end dernier, Luc et moi avons passé le samedi matin à surfer, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti à nouveau cette joie pure. Nous parlons de prendre un chien, chose que je n'avais jamais envisagée auparavant, parce que j'avais toujours peur de le laisser seul pendant mes semaines de travail bien chargées. Maintenant, je me rends compte que je peux travailler à distance plus souvent, et avoir un compagnon à 4 pattes, à la maison de plage, semble parfait. Je prévois également de faire quelques travaux d'amélioration sur la propriété, non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'en ai envie. Une nouvelle terrasse, avec une meilleure vue sur l'océan. Peut-être une petite extension, pour un vrai bureau à domicile. Des choses qui la rendront encore plus mienne, encore plus un sanctuaire. Chaque amélioration résonne comme un acte de réappropriation. L'ordonnance restrictive a été accordée contre 3, ma mère, Michel, et Jason. Ils ne sont pas autorisés à s'approcher à moins de 150 mètres, 500 pieds, de la propriété, ou de moi-même. Michel a essayé de la contester, affirmant que c'était excessif, et que cela empêcherait les réunions de famille. Le juge, après avoir examiné les images de sécurité, et les faux documents de déménagement, a qualifié leurs actions de tentative préméditée de vol par tromperie, et a maintenu l'ordonnance. Les poursuites pénales vont de l'avant. Le procureur prend cela très au sérieux, en particulier la falsification. Michel risque une peine de prison, bien que son avocat fasse pression pour obtenir un accord de plaidoyer. Ma mère est inculpée en tant que complice. Jason essaie, on ne sait trop comment, de prétendre qu'il ne faisait que suivre sa femme. Mais, le procureur a une vidéo de lui, en train de diriger les déménageurs avec mes affaires. Donc, ça ne passe pas. Le procès civil est en cours. Mon avocat est confiant, et pense que nous récupérons des dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice. L'entreprise de déménagement coopère pleinement. Ils sont mortifiés d'avoir été utilisés dans cette magouille, et ont fourni tous les documents montrant que Michel s'était présenté comme la propriétaire de la maison. Les retombées familiales se poursuivent. Mon père a demandé la séparation d'avec ma mère la semaine dernière. Il vit chez son frère, et m'a contacté par l'intermédiaire de mon oncle, pour s'excuser. Il a admis qu'il savait qu'elle préparait quelque chose, mais ne pensait pas qu'elles iraient aussi loin. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps,
mais que je suis ouverte à reconstruire notre relation un jour, juste nous deux, sans l'influence de ma mère. Le drame de la famille élargie s'est en grande partie calmé, depuis que les poursuites pénales ont été engagées. C'est drôle comme la famille devrait partager, devient, eh bien, il n'aurait pas dû enfreindre la loi, quand de véritables conséquences apparaissent. Apparemment, les parents de Jason lui ont passé un sacré savon, après avoir appris qu'il avait impliqué leurs petits-enfants dans une entreprise criminelle. La maison commence doucement à redevenir la mienne. Luc et moi y avons passé chaque week-end, à créer de nouveaux souvenirs. J'ai réparé les dommages sur les murs, j'ai tout réorganisé exactement comme je le voulais, et j'ai même ajouté de nouveaux dispositifs de sécurité. La purification à la sauge a vraiment aidé. C'est probablement juste psychologique, mais la maison semble plus propre, en quelque sorte. Mon thérapeute a été incroyable. Nous travaillons non seulement sur cet incident, mais aussi sur des années de manipulation familiale, dont je n'avais pas pleinement pris conscience. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient de me prendre ce qui était à moi. Juste la fois la plus dramatique. Le week-end dernier, j'ai trouvé l'une des petites voitures d'Ethan sous la terrasse. Au lieu de la colère, j'ai juste ressenti de la tristesse. Ces enfants sont des victimes, eux aussi, nourris de mensonges, et utilisés comme des armes. J'ai mis de l'argent de côté, dans un fonds en fiducie pour eux, inaccessible à leurs parents, pour quand ils seront adultes. Peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir une relation construite sur la vérité. J'ai également commencé un journal intime, écrivant des lettres à mon grand-père, sur tout ce qui s'est passé. Je lui parle de mes sessions de surf au lever du soleil, des livres que je lis sur sa terrasse, de la façon dont ses carillons chantent toujours, dans la brise du soir. Je le remercie d'avoir su que j'aurais besoin de cet endroit, et de m'avoir fait confiance avec ça. À tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires de familles abusives et de violation des limites, merci. Vos expériences m'ont aidé à me sentir moins seul, et plus justifié dans ma réaction. À ceux qui ont dit que j'aurais dû simplement leur donner la maison pour garder la paix, j'espère que vous n'aurez jamais à apprendre, par vous-même, pourquoi c'est un conseil terrible. Tolérer de tels comportements ne crée pas la paix, cela crée des monstres, qui en demanderont toujours plus. La maison est à moi. La paix revient. La famille que j'ai perdue ne valait pas la peine d'être gardée. Et quelque part, je pense que mon grand-père est fier que j'ai tenu bon. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Je ferme ce chapitre maintenant, et j'attends avec impatience de nombreux week-ends paisibles au bord de la mer, exactement comme mon grand-père l'avait prévu.